Question de Monsieur Teilhard, de Chardin. Qu'ont en commun un auteur de SF, un religieux et un grand paranoïaque, et un singe? Mais voilà une question qui est bonne. Mais pour y répondre, il va falloir faire un détour par le Tennessee en 1925. La querelle du singe, qui a en apparence été tranchée en 1925, n'a en fait jamais cessé de faire parler d'elle. Et figurez-vous que ces singeries sont importantes, mais peut-être faut-il revenir d'abord à la nature de cette querelle. Il s'agissait d'un procès opposant l'État du Tennessee à l'un de ses professeurs, un certain monsieur Scopes. Celui-ci avait, en contravention des lois locales, enseigné le darwinisme alors qu'il était interdit aux enseignants de nier le récit biblique de la création dans leurs cours. Étant donc un hors-la-loi caractérisé, il fut condamné à 100 $ d'amende, ce qui à l'époque représente une belle somme. Le jugement fut ensuite cassé par la Cour suprême de l'État en vertu du premier amendement, mais la loi Butler sur enseignement, cause de tout ce bazar, ne fut abrogée que 45 ans plus tard. Au niveau de l'opinion, pourtant, l'affaire était gagnée. Les défenseurs de la loi en question étaient passés aux yeux du pays et du monde comme d'affreux rétrogrades arriérés. Le retentissement donné à l'affaire conduisit à séparer un peu plus, chaque fois que c'était possible, le scientifique du judiciaire. Ce n'est pas au curé de dire la science, mais pas au juge non plus, ce qui permet à la science de fonctionner dans une relative sérénité, mais conduit peut-être aussi à des impasses de surspécialisation, mais c'est un autre sujet. Pour contre-attaquer, ou pour certains pour concilier les deux positions, création ou évolution, des religieux proposèrent l'idée d'évolution dirigée. Au lieu d'avoir un vieux barbu tendant le doigt et soufflant dans les narines d'Adam, on pourrait avoir un Dieu plus discret, remontant le petit lapin à ressort de l'univers et le lâchant en regardant ce qu'il devient et s'il va bien dans la direction prévue. Si les lois fondamentales ont été bien conçues par le Dieu en question, de toute façon le lapin fera ce qu'il dira et deviendra une espèce de transformer. L'avantage de ce Dieu discret, c'est qu'il est compatible avec ceux des voisins. Il y a à présent en Turquie des spécialistes islamiques, des théories d'intelligent design qui développent exactement les mêmes arguments que leurs homologues de la Bible Belt aux États-Unis. Tout le bazar peut donc se draper dans un vernis scientifique, même s'il pose de multiples problèmes de ce point de vue. Les plus fondamentalistes des lecteurs de la Bible récusent même cette version, qui va à l'encontre de la notion d'espèce animale telle que décrite dans la Genèse, quand les scientifiques ont pas mal d'arguments pour la battre en brèche de leur côté. Le fait demeure, ces théories sont d'une grande valeur esthétique, et accessoirement elles posent de façon acérée le problème du cadre de référence. Toujours est-il que ces idées ont repris du poil de la bête dans les années 80, profitant du fait qu'avec Reagan aux manettes, l'Amérique était mûre pour un retour fracassant des directeurs de conscience, Bible dans une main, schlag ou shotgun dans l'autre selon l'obédience. Une Amérique qui souhaite soumettre son destin, à ce moment-là, et peut-être n'est-ce pas une coïncidence, à la main invisible du marché. Mais passons. Ce qui nous ramène à la question initiale. Le scénariste-auteur, le grand paranoïaque et le religieux ont ceci de commun qu'ils discernent une volonté dans l'ordre des choses. Pour parler clair, ils vivent dans un monde soumis à une intentionnalité. Pour leur religion, c'est simple, la volonté de Dieu, ou d'une quelconque puissance supérieure, se manifeste dans le monde, y compris dans ses moindres détails. Pour le paranoïaque, c'est pareil, sauf qu'en lieu et place de la volonté de Dieu, il s'agit de la volonté de gens malveillants qui veulent lui nuire personnellement. Et quand le croyant se sent persécuté, c'est combo. Pour le scénariste, romancier ou tout autre auteur de fiction, la volonté en question est la sienne propre et elle s'exprime de façon locale dans le cadre du petit monde qu'il s'est lui-même créé. Du coup, même si à titre personnel et dans la vraie vie, le scénariste peut éventuellement afficher son matérialisme philosophique radical, il se comporte comme un créationniste pur et dur dans son travail, avec d'autant plus de facilité qu'en l'espèce, le créateur c'est lui, et que sa propre main invisible par les personnages oriente néanmoins leur destin. Car si le scénariste est matérialiste, il ne peut pas se comporter comme tel dans son travail. Son petit monde porte par définition la marque d'une volonté extérieure qu'il ne peut nier, la sienne. Un scénario est donc en soi une démonstration d'intelligent design. Un exemple célèbre illustrera mon propos. La main de Dieu qui crée les galaxies dans Green Lantern peut facilement être lue comme une métaphore métatextuelle de la nature fictive de cet univers. Et donc, en SF, l'intelligent design est surreprésenté, parce qu'il correspond tout simplement à une attitude mentale de l'auteur quand il travaille, et qu'en plus il a une efficacité dramatique indéniable.
Rappelez-vous la scène du monolithe dans 2001. Mais si, quand la présence du monolithe noir permet aux hominidés de faire une percée conceptuelle, quand ils donnent l'intelligence à des singes. Cette action extérieure sur l'évolution de l'homme, c'est de l'intelligent design. Rappelez-vous aussi des explications de Kirby au début de Eternals. Des dieux cosmiques sont venus orienter les primitifs de la Terre. D'ailleurs, Kirby était fan de 2001 qu'il a adapté en BD. Il y a là-dedans, donc, un symbolisme redoutablement efficace. Mais l'intelligence de Clerk et Kubrick et celle de Kirby font qu'ils refusent d'entrer dans les détails du truc. Il reste une part de mystère qu'il vaut mieux ne pas dévoiler. Alors que cette erreur-là, celle de la trop grande précision, c'est précisément celle dans laquelle se vautrent Brian De Palma et Ridley Scott, ainsi que leurs scénaristes, dans Mission to Mars et Prometheus. L'ADN étant désormais à la mode, ces brillants auteurs, pour faire croire qu'ils sont aussi intelligents qu'un dessin, qui vaut 1000 mots, convoquent l'ADN dans leurs histoires. Et là, c'est le drame. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris comment ça marche, j'ai l'impression. Et donc, on a la scène du pourrissement de l'ADN dans Prometheus. Et s'il faut que l'ADN se décompose pour ensemencer, alors une comète genre Tchouri suffit à faire le travail. Et ça n'explique aucunement que l'ADN se recompose à l'identique 2 milliards d'années plus tard pour donner des bonshommes avec 2 bras et 2 jambes. Pareil dans Mission to Mars. Les héros s'esbaudissent que la séquence d'ADN proposée par les aliens soit 100% identique à celle de l'humain. Il faut savoir d'ailleurs que l'ADN d'une patate ou d'un termite est strictement le même que le vôtre, que le mien et même que celui de Donald Trump. C'est triste à dire, mais c'est ce qui justement lui permet de porter l'information génétique. La même séquence veut dire la même chose, quel que soit l'organisme qui la possède et la lie, et son évolution éventuelle d'une espèce à l'autre permet de remonter des traces phylogénétiques. Si l'organisme veut modifier l'expression d'une séquence partagée par d'autres, il doit l'accompagner d'une autre séquence modulatrice, écrite dans le même langage des protéines. Mais ce n'est probablement pas ça que voulait dire Brian De Palma, alors qu'il racontait exactement la même chose que Prometheus. Le résultat de leurs affirmations, c'est que dans leur récit, la séquence génétique humaine a quelque chose de plus que les autres, y compris à l'échelle de l'univers, et quel est le but de l'évolution. Ça pourrait n'être qu'un élément de discours, amenant une réflexion de fond sur ce qu'est l'évolution, ce qu'est l'univers et ce qu'est l'homme dedans. Manque de bol, dans Prometheus, ce pinacle de la création est composé de géologues cartographes qui se perdent quand bien même ils disposent d'un super GPS dont leur boulot consiste précisément à savoir s'en servir, ou de fuyards qui courent en ligne droite quand une masse longiligne leur tombe dessus, comme le premier Ville-Coyote venu. Si c'est ça le sommet de l'intelligence dans l'univers, alors ce sont les gnostiques qui ont raison, et la création tout entière n'est qu'un brouillon chiffonné et jeté dans la corbeille à papier du réel. Le problème n'est donc pas dans le fait que Scott ou De Palma développent ce genre de théorie. Kubrick et Kirby l'ont fait sans que personne n'y trouve rien à redire. Mais que ce ne soit pas assorti d'un développement, d'un propos, d'une histoire cohérente. C'est juste présenté comme allant de soi, tellement de soi que l'homme, même con comme un balai, reste l'homme nombril de l'univers et que son infériorité apparente par rapport aux extraterrestres qui l'ont engendré n'est qu'un problème temporel. Le fait qu'eux-mêmes aient eu des milliards d'années supplémentaires pour développer une technologie et déblayer le chemin, que par construction nous suivrons à notre tour. Le problème supplémentaire, dont les auteurs n'ont visiblement pas conscience, c'est que sur le plan de l'histoire des idées, ça revient à renvoyer dans les cordes aussi bien Copernic que Darwin, dont le travail avait consisté justement à faire tomber l'humanité de son piédestal de roi et couronnement indépassable de la création, comme la première statue de dictateur venu. Car c'est là tout le nœud de l'affaire. Rares ont été les auteurs renvoyant radicalement et par principe l'homme à son rang de paille dans un cosmos trop grand pour lui. Blaise Pascal était terrifié par cette idée, par le silence éternel de ces espaces infinis. Howard P. Lovecraft avait théorisé la notion et considéré que s'il existait des êtres supérieurs dans l'univers, ils nous considéreraient comme pas grand-chose. Et c'était une idée similaire qu'on retrouvait dans le Stalker des frères Strugatsky. De nos jours, Houellebecq nous renvoie à notre propre arrogance en nous tendant un miroir sans concession, ou en tout cas il nous renvoie ce qu'il voit en nous, ce qui n'engage peut-être que lui. Or, la querelle, il y a quelques années, autour du prix Hugo décerné aux meilleures œuvres de science-fiction montre que le sujet est politisé. Car il existe une science-fiction de gauche, comme il en existe une de droite, et aux États-Unis, le débat est d'autant plus compliqué de notre point de vue européen par le fait que les curseurs ne sont pas au même endroit. Un journaliste considéré comme de gauche, comme Hunter Thompson, peut s'avérer être également un avocat du droit à porter des armes, sans que là-bas ça semble être incohérent. Robert Heinlein, l'auteur du très militariste Starship Troopers, est aussi l'auteur d'En-Terre étrangère, qu'on peut lire, et qui a été lu, comme un manifeste hippie, ou de Révolte sur la Lune, roman sur une révolution libertaire réussie, qu'un lecteur européen identifierait immédiatement comme de gauche tendance mélanchoniste, sauf que non, Heinlein était plus ou moins libertarien, c'est-à-dire précisément anarchiste de droite.
Et là, c'est intéressant de rapprocher le film de Ridley Scott d'autres œuvres signées d'un auteur marqué à droite, ayant fréquenté les cercles réganiens d'ailleurs, Larry Niven, qui demeure relativement atypique dans ces milieux-là. Il n'a clairement pas les mêmes obsessions qu'eux. Parce que le petit monde de Prometheus renvoie directement à tout un univers, et ce n'est pas celui d'Alien, mais une saga de science-fiction écrite par Larry Niven, justement, regroupée sous le titre générique des Récits de l'espace connus. L'élément le plus célèbre de cette vaste fresque est par chez nous le roman L'Anneau-Monde, présentant une structure gigantesque construite sur un système solaire lointain par une race très avancée et que les terriens s'en vont explorer. Le pitch est classique, pas si différent de celui du Rendez-vous avec Rama d'Arthur Clarke. Mais l'Anneau-Monde n'est qu'un élément de cet univers, largement développé dans un tas de romans et de nouvelles. Et l'une des lignes de force de tout le bazar, c'est cette fameuse race extraterrestre constructrice d'immenses structures, les protecteurs Pac, personnages humanoïdes vêtus de ce qui semble être des armures biomécaniques, mais ce n'est en fait pas exactement le cas, ils sont à l'origine de l'humanité. Mais attention, pas de sacrifice pathétique et grandiloquent à la clé avec de l'ADN qui noircit comme un burger laissé trop longtemps sur la plage arrière de la bagnole. C'est juste qu'un de leurs vaisseaux s'est écrasé sur Terre il y a quelques millions d'années et que les survivants des formes juvéniles mais fertiles des Pacs ont évolué entre-temps sans être exposés à la substance virale qui les amène au stade adulte. La rencontre ultérieure entre l'humanité et sa race mère est du coup un peu tendue. Et hormis le détail de la scène d'ouverture du film de Ridley Scott, cette rencontre tendue est un peu ce que nous raconte Prometheus. Sauf que Niven, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées politiques, est quelqu'un qui réfléchit à son univers, qui balance du concept construit, pensé et même calculé, présentant des idées hyper astucieuses et des races extraterrestres vraiment intéressantes dans leur définition culturelle. Quand Scott tente une exploration presque mystique, poursuit dans Alien Covenant, de ce qu'est la création et la mort. Alors Prometheus est moins bêtement anthropocentrique que Mission to Mars, c'est sûr, mais il joue néanmoins avec des concepts dont les auteurs sont loin de peser les implications, surtout présentés de cette façon. La scène d'ouverture du film sous-entend un tropisme inexpliqué de l'ADN vers la forme humaine, même une fois complètement rebooté par un redémarrage sous forme de fragments d'acides aminés et de micro-organismes primitifs, là où Niven décrit la forme humaine actuelle comme une déviation récente d'un morphotype déjà constitué, ce qui dans le cadre de son univers est tout à fait cohérent. Il fait certes l'impasse sur l'évolution des primates avant Homo erectus, mais on peut imaginer des tripatouillages encore antérieurs des Pacs ou des circulations de gènes dans le cadre d'une panspermie galactique. Vous allez me dire, et vous aurez raison, qu'il est difficile de développer en un film ce que Niven met un paquet de romans à brosser. Et c'est sans doute le défaut du cinéma pour cela qui demande de trouver vite une adéquation entre le fond et la forme. Alors voilà, nos univers de fiction préférés sont la création de démiurges parfois cruels, parfois maniaques, parfois collectifs, mais il y a toujours une présomption de dessein, pourrait-on dire. Et n'oublions jamais que la fiction interroge parfois le réel, mais n'en donne toujours qu'un miroir déformant. Allez, bonne soirée.